Pour la première fois, la faculté d'éducation de l'UCO participe à cette recherche Erasmus qui nous ouvre donc sur des territoires internationaux. Nous collaborons autour de la thématique de la pédagogie et de l'éducation inclusive dans le cadre donc de cette recherche avec 3 autres universités partenaires, à savoir donc l'Université pontificale de Comillas de Madrid, l'Université Jean-Paul II de Lublin en Pologne et enfin les porteurs de cette recherche, l'Université du Sacré-Cœur en Italie à Milan. Dans le cadre de cette recherche internationale, engagée donc sur une durée de 3 années, chacune des universités associe un établissement scolaire autour de cette question du repérage des difficultés d'apprentissage des enfants en maternelle. Plus largement, nous avons fait le choix d'associer au sein de cette recherche l'intégralité donc de l'établissement l'école Notre-Dame de la Source, à savoir le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3. Ces recherches collaboratives au croisement du terrain, de l'expertise professionnelle et de la recherche ont plusieurs vocations. Une première vocation qui consiste tout simplement en tant qu'enseignant-chercheur de croiser nos regards d'un point de vue scientifique sur les pratiques professionnelles, sachant que chacune d'entre nous, universités ici partenaires, avons une faculté d'éducation dont la vocation est bien évidemment de penser, de construire la formation des enseignants de demain. Une priorité qui s'inscrit et qui s'incarne également sur chacun de nos territoires dans les politiques éducatives défendues actuellement par nos ministères respectifs. On a pu constater dans un premier temps, dans ce que nous appelons en matière de recherche l'état de l'art, qu'il y avait véritablement une priorité autour de cette question du décrochage, du repérage, des difficultés d'apprentissage, qui commence finalement relativement tôt dans le processus d'apprentissage des élèves. L'intérêt est ici de mobiliser à travers donc, ces partenaires de terrain des outils pour nous permettre de décrypter, décoder finalement comment nous pourrions les uns les autres dans nos classes, dans nos institutions éducatives finalement accompagner au mieux ces élèves et leurs familles dans les apprentissages tout au long de leur scolarité. Autre enjeu et impact non négligeable par rapport à cette recherche, partir du terrain, du vécu, d'une expertise finalement du terrain, qui remonte véritablement par les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative, partir également d'offres de signification proposées dans le cadre de formations que nous avons les uns et les autres proposées dans nos périmètres à l'échelle internationale. Croiser la formation avec le terrain, croiser également cet outil qui nous a été proposé par les partenaires italiens, un outil au service finalement du décryptage d'une réalité de terrain, d'observation plus affinée, plus ajustée des difficultés rencontrées par les élèves présents dans les établissements. Et enfin, je dirais un enjeu finalement peut-être encore plus scientifique lorsqu'on s'adresse aux enseignants-chercheurs du côté des universités, promouvoir la valorisation de cette recherche, pouvoir finaliser et de construire finalement un outil international d'observation, de repérage des difficultés d'apprentissage, mais également de pouvoir valoriser cette recherche autour de communication et d'une publication collective à venir. Les regards croisés du terrain, des enseignants, des formateurs et des enseignants-chercheurs pourront au mieux répondre à cette question de comment repérer aujourd'hui, tout en respectant la dynamique d'apprentissage des élèves, comment pouvons-nous aider au repérage de ces difficultés pour mieux les accompagner et les prendre en charge. Toujours dans un souci d'une collaboration de plus en plus, je dirais, étroite également avec les familles. Le
lancement de cette recherche, pour moi, a été source de curiosité et de beaucoup d'intérêt parce que ça répondait vraiment à la vision que j'avais de mon métier. Pour autant, c'était difficile au départ de savoir vers où on allait. C'est vrai que moi, ça m'a permis dans un premier temps de redéfinir un petit peu quels étaient ces enfants à besoins éducatifs particuliers et de me dire qu'on allait pouvoir démarrer très tôt du repérage, essayer d'affiner mon regard sur ces enfants qui nous questionnent, qu'on sent parfois en léger décalage avec le reste du groupe, pour essayer d'engager le plus rapidement possible un travail collaboratif avec l'enseignante spécialisée du réseau d'aide, avec les familles, pour éviter que des difficultés s'installent et viennent ensuite perturber le déroulement de la scolarité de l'enfant. Ce repérage-là, on n'avait pas forcément l'habitude de le faire de manière aussi précise dès la maternelle et l'outil qui a été proposé par l'équipe italienne nous a permis justement d'avoir une base de travail pour ces observations. Maëlys, c'est quelle couleur aujourd'hui? C'est quel jour aujourd'hui? Mardi. J'ai appris à regarder et à observer à partir des domaines qui sont la mobilité, la communication, les relations interpersonnelles. Et il s'avère que c'est très important pour dresser un portrait complet des élèves, notamment de cet élève-là. Cela me permet aussi ensuite de diriger l'enfant et sa famille vers des spécialistes comme psychomotriciens, sophrologues, psychologues, etc. Donc je trouve l'outil complet. La grille ne colle pas peut-être à toutes nos habitudes françaises au sein de l'école française où je travaille. J'ai donc fait preuve d'adaptation, d'adaptabilité, mais elle a ouvert mon regard sur l'observation, sur l'évaluation. J'ai demandé l'observation d'une enseignante spécialisée qui vient ponctuellement dans l'école et qui elle aussi a apporté son regard, ce qui a permis de compléter cette grille au mieux par des regards croisés. Je retiens l'importance d'avoir échangé autour de cette grille entre collègues. Il y a eu des temps de réflexion à partir des items qui sont dans cette grille, mais qui a laissé place évidemment à des échanges très fructueux au sein de l'équipe du cycle 1, qui sont la petite, moyenne et grande section. Donc cela a permis de développer et d'aller plus loin dans notre réflexion sur l'évaluation et aussi sur ce qu'est un élève à besoin particulier. Comment nous l'envisagions chacune selon notre expérience et notre ressenti. Entouré en bleu, 3 x 5, vous avez des petits points. En ligne et en colonne. Ça fait 3420 fois 10, ça fait 5140. Et après, fois 10. Très bien Enzo, bravo. Entre enseignants, on se retrouve en fin d'année pour transmettre en fait des informations sur les élèves, tant au niveau du comportement que des aménagements, des observations réalisées, des aménagements pédagogiques mis en place qui fonctionnent pour ces enfants-là. Et puis, on fait également une transmission écrite où on met les entretiens téléphoniques avec les professionnels, les PPRE, les PAP, les outils qu'on a mis en place pour ces élèves-là. Ça, c'est
un début. On aimerait tendre vers plus de passation entre enseignants. La collaboration avec l'ASEM était déjà bien existante, mais depuis cette année, je trouve qu'elle s'est renforcée. Ce qui m'a aidé à affiner le portrait d'élève, à remplir la grille d'observation. Cette grille d'observation plus fine m'amène à être plus précise et à transmettre plus facilement ces informations alors aux collègues et aux familles également. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs années de suite des équipes éducatives en fin d'année scolaire avec mes collègues de l'année précédente pour accueillir les futurs élèves en septembre. J'ai pu tout de suite établir un profil d'élèves avec des besoins spécifiques, aussi bien d'un point de vue scolaire que d'un point de vue familial, social. Et je dois dire que ça m'a permis de mettre en place des adaptations plus ciblées et plus rapidement, dès le mois de septembre. Et j'ai pu constater que ces adaptations rapides ont permis de mettre l'élève en confiance ainsi que sa famille. On a décidé avec mon collègue d'essayer la co-intervention en accueillant avec nous une enseignante de cycle 1 qui était disponible l'après-midi. Et ces moments-là nous ont permis d'établir deux groupes. Alors nous avons fait le choix de faire un groupe classe qu'on va dire ordinaire, où les enfants suivent à leur rythme convenablement, et puis de mettre dans un second groupe des enfants avec des profils différents, avec surtout des besoins d'attention et de concentration plus importants. Et dans ce groupe-là, nous étions deux enseignants à aller activer des notions déjà vues, ou réactiver, ou adapter, réexpliquer selon les besoins de chacun. Ceci se faisait sous forme de jeux, d'explications, avec des outils informatiques, etc. On a l'occasion de travailler régulièrement avec les enseignants du collège. On met en avant des idées, des projets pour essayer de faire le plus de liens possible et permettre à nos élèves, à nous, d'aller au collège plus sereinement et dans la continuité des choses. On a, nous, dans notre secteur géographique, on a un temps de passation orale entre les enseignants du primaire et les enseignants du collège. Lors de cette passation, les PPRE, les PAP sont mis en avant, sont expliqués, les besoins de chaque enfant. Depuis plusieurs années, nous avions pu constater que nous avions des élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'établissement et que nous étions démunis dans leur accompagnement. Cette recherche nous permettait justement d'approfondir les connaissances, de nous repérer aussi sur nos valeurs, nos valorisations des expériences que nous avions et continuer à travailler auprès d'eux. Dans un premier temps, je pense que ça apporte la cohésion d'équipe, un travail en équipe, des regards différents sur les enfants. C'est vraiment un élément clé, une valeur à laquelle je tiens également. D'autre part, ça a été aussi un travail de professionnalisation de l'ensemble de l'équipe. Quand je parle de l'équipe, je parle des enseignants, mais également de toutes les personnes qui interviennent auprès des enfants. Je commence à mesurer les effets de la formation, ou en tout cas de la recherche. Après, peut-être devrons-nous travailler sur effectivement ce qu'ils sont, ces effets. Mais par rapport à ce que je peux entendre des enseignants, par rapport aux écrits qui sont produits dans le cadre des équipes éducatives, équipes de suivi de scolarisation, je vois que les écrits et les propos sont bien plus précis et aident à la compréhension et à l'accompagnement des élèves. Cette recherche est placée vraiment sous le signe de la collaboration. Comme toute recherche, il y a un temps d'appropriation d'un dispositif, d'une méthodologie.
Je crois qu'on peut remercier ici et saluer la démarche et la posture qui a été celle du chef d'établissement, mais également de l'ensemble des membres de la communauté éducative ici. Finalement, ils se sont engagés dans une démarche de recherche sans trop savoir ce qui finalement allait arriver en termes de méthodologie, de conduite finalement d'un certain nombre d'activités. Nous avons mobilisé des outils tels que les focus group. Nous avons également mobilisé des temps plus resserrés sur des entretiens pour pouvoir identifier, discuter, échanger sur des cas d'élèves. Toujours dans un souci vraiment de discernement et d'une appropriation, d'une démarche de recherche. Je crois que nous pouvons, à ce stade, véritablement mesurer combien il y a eu de la continuité et de la discontinuité dans finalement les postures, dans les paroles qui peuvent être posées aujourd'hui. Notre travail en tant qu'enseignant-chercheur n'a consisté qu'à accompagner ce déplacement d'une manière étayée, dans un souci vraiment d'une recherche collaborative. Il n'y a pas une parole qui surplombe une autre. Nous sommes vraiment formateurs, enseignants-chercheurs et enseignants au service d'une même cause, pouvoir penser demain l'éducation inclusive dans nos établissements en répondant au mieux aux besoins des familles et des élèves.